pendant plusieurs jours, c'était la guerre des 12 jours, puis les Américains les aident de façon spectaculaire avec les bombardements sur les 3 sites d'enrichissement nucléaire au sud de Téhéran, et après les Américains disent aux Israéliens, maintenant c'est fini, on s'arrête. Et le résultat des courses, c'est que même s'il y a eu plusieurs sites militaires iraniens qui ont été touchés par Israël, il a quasiment reconstitué son stock de missiles balistiques, semble-t-il. En tout cas, il en aurait entre 1500 et 2000 au bout de 6 mois. Et donc, les Israéliens se disent, cette fois-ci, les Américains sont là. Ils ont déployé une force militaire absolument incroyable. On n'est pas prêt de revoir ça. Donc, c'est le moment d'y aller. Et ils vont essayer de lui forcer le bras. Votre regard sur un homme, Netanyahou. Netanyahou est au pouvoir depuis quoi? Combien de temps? Une vingtaine d'années. Oui, c'est le premier ministre israélien qui a servi le plus longtemps devant même le premier ministre Ben Gurion. On sait à quel point il a été contesté après le 7 octobre. Est-ce qu'il y a pour lui un plan historique, une espèce de mission? Il veut détruire le régime islamique en Iran, finir le travail, comme ils disent parfois. Moi, je pense absolument. Je pense que, en réalité, on est pour les Israéliens dans une phase qui commence aussi le 7 octobre 2023. Et il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu d'abord la contre-attaque sur les proxys, extrêmement réussie en réalité, même si sur le Hamas c'est pas fini. Et il y a aujourd'hui une phase sur l'Iran qui est évidente, c'est leur but. Mais ce qui a changé depuis la guerre de juin, c'est qu'il y a un nouvel acteur qui est rentré dans le jeu, dans la tête d'Israéliens, c'est le peuple iranien. C'est-à-dire que ce qui a changé depuis juin, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, ils voient une opportunité, un régime qui apparaît extrêmement affaibli, avec 90% de la population qui soutient apparemment une chute du régime, et seulement 10% le noyau dur de ce régime, avec les gardiens de la Révolution, l'armée, qui fait peur autour du régime. On va y revenir dans un instant. Pendant ce temps, les Américains poursuivent leur rotation. Est-ce qu'ils suivront ou non là, les bons conseils israéliens ou les mauvais conseils israéliens? On y reviendra. Mais regardez à quel point les C5 Galaxy, les C-17, c'est-à-dire ce que l'armée américaine a de plus gros, tourne à plein régime pour amener du matériel. Et ce qui est très intéressant, c'est le parcours de ces avions qui passent massivement par l'Europe. Général Richoux, vous qui avez été en poste en Allemagne. Pont aérien, et le relais européen est absolument essentiel par la base de Ramstein. On a parlé tout à l'heure, j'ai vérifié, c'est 16 500 personnes, Ramstein. C'est une ville intérieure. Vous savez, c'est la plus grosse base aérienne. Ces avions, moi je recommande, sur un tarmac, moi j'ai vu une ou deux fois ces avions, c'est hors norme, c'est vraiment une espèce de chose. Qu'est-ce que vous recommandez, Darius, monter dans ces avions? Non, allez sur... Il n'y a que les Antonov 124, et puis celui qui avait été détruit des premiers jours chez les Ukrainiens, qui est encore plus gros, me semble-t-il 125 ou 126, qui avait été détruit, qui sont plus gros que ceux-là. Sinon, c'est les plus gros porteurs du monde, et ce sont des vecteurs logistiques. Donc, ils apportent de la logistique. Ils sont pas là pour rien. Et vraisemblablement, essentiellement des vecteurs anti-aériens pour protéger les innombrables bases et les alliés et Israël dans cette région. Et donc, il y a un immense territoire à couvrir. C'est la raison pour laquelle, ils avaient encore besoin de temps. Est-ce que l'hypothèse existe, certains la font, qu'en réalité, il y a un lien très fort, encore une fois, qu'on l'approuve ou qu'on les approuve, entre Trump, Jared Kushner, les Israéliens, et ils ont malgré tout une certaine vision du monde. Ils sont en train de vouloir la mettre en œuvre en réalité, d'une manière ou d'une autre. Non, ce sont des alliés historiquement, mais Benjamin Netanyahou est un homme qui travaille pour ce qu'il pourrait considérer comme l'intérêt d'Israël avec une certaine intelligence, même si ça parfois elle peut être par ses ennemis qualifiée de diabolique. Trump, on n'a pas cette impression-là. Il s'est laissé prendre au piège. Ses alliés du Golfe lui disent attention, tu ne fais pas la guerre, mais on veut se débarrasser des proxys parce qu'ils nous déstabilisent. Les Israéliens lui disent le nucléaire, on s'en fout, c'est le balistique. Mais la masse, Sophia, pourquoi une telle masse si ça n'est pas pour c'est une sorte de fuite en avant. C'est une fuite en avant. Vous êtes en train d'écrire une intervention qui cherche désespérément une mission. Tous ces gens ont été envoyés dans une espèce d'élan de précipitation, et puis ils se sont retournés, ils ont regardé par-dessus leur épaule, ils ont dit chef, on fait quoi maintenant? Et Donald Trump lui-même se tourne vers les gens qu'il y a autour de lui, et effectivement il y a une immense hésitation. Pourquoi est-ce que Benjamin Netanyahou se précipite à Washington? Parce qu'il a le sentiment d'avoir le président le plus malléable des États-Unis qu'il ait jamais. Il a réussi à l'entraîner dans cette aventure en juin dernier. Normandie n'est pas du tout d'accord. Les Américains sont calés dans... C'est le premier président qui a humilié Netanyahou dans le bureau ovale en le forçant à appeler l'émir du Qatar pour s'excuser. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les Qatariens ont donné plus d'argent à... D'accord, mais quelle que soit la raison,
on peut pas non plus le présenter comme une marionnette de Netanyahou. Moi, j'ai quand même le sentiment. Alors, moi, je me souviens, si je peux dire quelque chose, avant le début du mandat de Trump, je me souviens très bien que il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis, de réflexions là-dessus, avant qu'il soit élu, sur le fait que l'Iran serait une priorité du mandat de Trump. Mais pardon, on va revenir dans un instant à Israël, puisqu'il y a beaucoup de signaux d'Israël en train de dire. C'est aussi pour cette administration une priorité. Cette masse là qui est en train d'arriver, son but. Elle arrive cette but, c'est que pour moi se prépare une opération. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'ils aient envoyé ça comme ça. Je pense que c'est pas parce que M. Netanyahou va venir mercredi que ça va avoir lieu. Je dis qu'en fait, ils sont en train de monter en puissance pour préparer une opération. Pour faire quoi? Le but ultime, c'est quand même la négociation sans être obligé de tirer un coup de feu. C'est ça le but ultime. Et si ça échoue, ça sera un échec des États-Unis d'Amérique. C'est véritablement la démonstration de la puissance en disant tu n'as pas le chois que de négocier. On verra. Et s'ils ne veulent pas négocier, eh bien, ça voudra dire qu'ils ont énormément leur démonstration de puissance. Pour l'instant, ça continue. Quoi qu'il en soit, l'accumulation de moyens est vraiment colossale. Il y a cet avion dit secret. Alors, il n'est pas si secret que ça, mais faites-nous un peu la description. Le EA-37B. Compass, c'est arrivé à la base aérienne de Ramstein, toujours là chez vous en Allemagne. C'est un centre de commandement de guerre électronique, volance, conçu pour perturber, dégrader, paralyser les communications ennemies, les radars. Attendez. J'ai une passion pour les avions secrets qui me dépasse. Les systèmes de navigation et les menaces radiocommandées. Qu'est-ce qu'il y a si c'est le cas, de neuf? C'est des avions de guerre électromagnétique en fait. C'est ce que je comprends. Honnêtement, je le découvre un petit peu en même temps que vous. Mais ce que je comprends de votre description, c'est des avions de guerre électrique, tout simplement. Donc ils sont capables de détecter, ils sont capables de montrer. Vous vous souvenez, on en avait parlé dans votre émission de ce qui s'était passé évidemment lors du l'enlèvement de Maduro. C'est exactement ce à quoi Donald Trump faisait allusion en disant on a tout brouillé grâce à nous, tout le monde était dans le brouillard, etc. Donc c'est sans doute la raison d'être de cet avion. Est-ce qu'ils vont pas frapper sur les cibles puisque Gallagher demandait mais pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que le but, parce que c'est une des hypothèses de pas mal d'experts de l'Iran, notamment l'un d'eux que j'ai interrogé récemment, qui est un spécialiste des questions militaires et du Conseil des gardiens de la Révolution, qui disait que un des plans qui était envisagé, c'était de bombarder les infrastructures de l'appareil répressif iranien pour justement permettre en fait à une opération, la population de descendre dans la rue et une opération de changement de régime. Alors, parce que je suis très content que vous posiez cette question, parce que dans toute cette affaire, et notamment de ce dialogue, si on peut appeler cela, qui a démarré entre les Iraniens et les Américains à Oman, le peuple iranien finit par devenir une note de bas de page de cette très mauvaise histoire. Et donc oui, les Iraniens, quand ils voient ces images qui sortent de Mascate, se sentent profondément trahis. En tous les cas, ceux qui sont descendus courageusement dans la rue. Et donc oui, ils attendent que Donald Trump vienne à leur rescousse et qu'il y ait des frappes qui pourraient leur redonner courage, espoir et qui pourraient mener à quelque chose. Maintenant, je le redis, c'est un calcul qui est, et c'est un cliché que de l'affirmer, extrêmement compliqué. Vous pouvez frapper les emprises des gardiens de la révolution islamique. Je pense qu'à ce stade, ils se sont un petit peu préparés. C'est un immense pays. Il faudrait, le général Richoul l'a expliqué à de nombreuses reprises, des frappes pendant des semaines et des semaines qui coûteraient très cher aux États-Unis. Ça se ferait pour l'instant sans l'aval du Congrès et avec, encore une fois, une feuille de mission qui paraît à ce stade très vague. Restons un instant, s'il vous plaît, sur cet avion, c'est-à-dire la dimension, l'armée américaine, on a l'impression que c'est une armée qui se veut, il y a des trous comme partout, mais totale, c'est-à-dire il y a tout. Oui, c'est une armée totale puisqu'ils ont les moyens de jouer dans tous les compartiments du jeu et il est possible que cet avion, à condition d'en avoir un nombre suffisant, permette de contourner les obstacles que vient d'énoncer Gallagher, c'est-à-dire que avec ces avions-là, vous pouvez désorganiser la défense aérienne, vous pouvez brouiller les communications dans le commandement ennemi, ce qui l'empêche de riposter. Alors, évidemment, ça vous permet pas de clouer au sol les forces terrestres. Donc, je pense que c'est pas avec ça qu'on peut imaginer une action au sol des Américains. En revanche, ça peut effectivement permettre des bombardements à grande échelle des avions américains qui permettraient à Trump de dire regardez, comme nous avons été bons. Il avait fait exactement la même chose en juin dernier. Il avait dit l'arsenal nucléaire iranien est hors de combat. Oblitéré, c'est ça, je cherchais le terme. Son chef d'état-major avait un peu toussé et du coup, non, c'était le renseignement militaire. Le renseignement militaire américain avait dit c'est un peu plus compliqué que ça et donc il avait poussé en avant le malheureux chef d'état-major qui avait dit si le président a raison, on est formidable. De ça, je veux dire en dehors de ses frontières, elle est absolument pas dans cette situation, mais aujourd'hui on peut considérer que
négatif cet impérialisme américain, mais les Américains, ils n'ont forcé personne. C'est ça. C'est-à-dire, ils ont été accueillis à bras ouverts par tous les pays européens qui étaient bien contents de se faire payer et regardez, leur propre défense. Puisqu'on parle de l'Empire, il y a deux proconsuls, on peut dire ça comme ça, qui s'appellent Steve Witkoff et Jared Kushner, dont on parlait tout à l'heure, et ils arrivent là, c'est une des scènes les plus incroyables depuis le début de cette crise, ils débarquent sur le Lincoln, alors ils ont tout l'attirail, hein, ils se sont achetés, on leur a prêté, il y a les lunettes d'aviateur, il y a cette tenue un peu, alors c'est une tenue tout à fait militaire, mais qui fait un peu floridienne, il est un peu chez lui quand même, un peu Miami, et ils sont contents d'être là, voilà, cette image, on voit Jared à droite et Steve, je sais pas qui est, ça doit être le patron. Non, c'est c'est voilà. C'est lui qui les a invités. c'est ça. C'est le maître des lieux. C'est Sandcom. Oui, Sandcom, c'est le patron de la 5e flotte. Votre commentaire sur ces images, sur ce qu'elles représentent, c'est-à-dire là, voilà. Tout le monde est content quand on va sur un porte-avions, on est bien accueilli, on est content. Hein. Donc là, ils sont comme des enfants, là, à vrai dire. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec Aniva. Je pense que Steve Witkoff, il vit sa meilleure vie. Ces images, elles sont un peu, j'allais dire, à l'image de l'époque que nous commentons et que nous subissons dans une certaine mesure, c'est-à-dire assez psychédélique. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à la place de Steve Witkoff. C'est une très bonne expression psychédélique. Il y a un peu années 70, elle est inspirée par sa tenue. Mais jusqu'à il y a 15 mois, il avait pour principale qualité, il en avait deux. Celle d'être un extraordinaire promoteur immobilier spécialiste des grands investissements en front de mer et d'être copain de golf avec Donald Trump. Et là, il se retrouve à faire des voyages. Moscou, pour la 7e fois, il est face à Poutine. Il est à Oman face au ministre iranien des Affaires étrangères. Il négocie avec Zelensky. Rien ne l'y a prédisposé. La gestion directe de tout ce qu'on sait, il s'appelle ensuite avec Trump, portable à portable. Là, il n'y a pas tout le circuit, le diplomate truc, le chef sous-chef de service qui fait la note. Voilà. Il appelle. Alors comment ça s'est passé? Vous savez, quand les cellules de crise de l'Élysée aussi négocient directement, vous croyez qu'ils passent par le Quai d'Orsay? Oui, il passe par-dessus. Oui. Non, sauf qu'au Quai d'Orsay, ils appellent directement le président. Sauf qu'au Quai d'Orsay, ou quand on est ministre des Affaires étrangères en France, ou même chef de l'État, on ne demande pas à un journaliste comme l'a fait Trump à la Maison Blanche. Mais je comprends pas ce qu'elle raconte. Il y a une journaliste qui lui dit, mais pendant ce temps, les territoires occupés en Cisjordanie, machin, etc. Ah, je comprends pas ce qu'elle dit. Bon, c'est fou. Hein? Ok. Donc non. On va pas comparer les deux. Les pays occidentaux, et probablement les autres aussi d'ailleurs, ont toujours eu des émissaires informels qui ne faisaient pas partie de la hiérarchie ou ministérielle. Ça n'est pas le secrétaire d'État Marco Rubio ou même des diplomates de métier, puisqu'il y a un promoteur et Monsieur Gendre, qui est un homme d'affaires lui aussi. Ce qui est extraordinaire et inédit à ma connaissance, c'est que là, ce sont les négociateurs officiels. Ce ne sont pas des gens qui préparent les sommets comme les Sherpas. Et le Trumpisme, c'est ça. C'est cette alliance entre une espèce de clan familiaro-affairiste et en même temps la force de frappe de l'armée américaine. C'est-à-dire que ces gens sont reçus sur le porte-avions comme si c'était des amiraux 5 étoiles. Et donc, c'est ça, ce qui est un peu inquiétant, on peut le dire, mais c'est aussi ça la force de Trump. C'est-à-dire qu'il y a la puissance de l'armée et la liberté de manœuvre de gens qui ne doivent rien à personne, sauf au patron, qu'ils appellent sur le porte-avions. L'heure de Washington, vous connaissez le proverbe, c'est les plaideurs, je crois, de Racine, point d'argent, point de Suisse, point de montre, point de Suisse. Regardez la montre de Steve Witkoff. Alors ne citez pas la marque, même si vous la reconnaissez. Hein. On vérifiait, je crois que ça vaut à peu près 110 000 €. Très saphir, bien vérifié. saphir. C'est sobre pour lui. C'est sobre, voilà, il y a un petit fond turquoise. Je suis sûr que c'est le style un peu de Normandville. Elle est sensible. Ça, c'est l'air du Figaro. Qui porte une montre sur ce plateau? Ne porte pas de montre. Gérald Richaud. Mais libre de toute, moi j'ai pas de montre, voilà, chacun peut montrer ses poignets. Moi je ne donnerai pas la marque, mais c'est une belle industrie horlogère d'une garnison dans laquelle j'ai servi. C'est vrai que ce qui pose question et ce qui est vertigineux et fait peur, c'est que finalement ces personnages qui ont été envoyés à Moscou, alors là pour négocier, on a vu d'ailleurs la totale incompréhension en fait de quelqu'un comme Witkoff de ce qu'est le phénomène Poutine ou de ce qu'est Poutine, etc. Mais qui négocie sur les questions économiques au moins. Enfin, il y avait cette idée, on va sortir par le haut avec les Russes sur l'aspect économique, etc. Même chose sur les histoires de Gaza, ils ont fait miroiter l'idée qu'on allait sortir par le haut, etc. Cela étant, alors, on ironise ici. Dans l'histoire de l'Iran, c'est vrai qu'on peut se poser la question, qu'est-ce que Monsieur Witkoff peut comprendre? En revanche, il ne faut pas oublier que Jared Kushner est quand même l'homme qui a fait des accords, qui a joué un rôle clé dans les accords d'Abraham. On se moque souvent d'eux en Europe. En réalité, est-ce qu'ils ont du Proche-Orient la vision des hommes d'affaires, qui est parfois plus réaliste que certains politiques qui ont des rêves, qui est, on va traiter avec nos points d'appui qui sont les Saoudiens, les Émirats Arabes Unis, les gens qui comptent pour le pétrole et pour l'argent. Oui, mais je sais que Sophie n'est pas d'accord avec ça, mais moi je pense que les accords d'Abraham, c'est un tournant historique dans l'histoire de la région, et que c'est d'ailleurs ce qui explique en partie
partie les attaques du 7 Donc octobre. rappelons-le d'un mot pour bien comprendre. C'est Trump qui s'entend davantage avec les Saoudiens, avec et surtout qui obtient que les Israéliens et un certain nombre de pays de la région signent des accords pour pacifier les relations comme elles l'avaient déjà et comme elles l'étaient déjà avec l'Égypte ou avec la Jordanie. Et ça, c'était un tournant. Et sans doute. Mais disons les choses, tout ça évidemment au détriment des Palestiniens qui comptent pour peu. Bien sûr. C'était l'idée. C'est-à-dire on allait mettre de côté la question palestinienne parce que c'était en se rapprochant sur le conflit israélo-arabe qu'on allait ça donnait 7 octobre parce que les Iraniens en ont décidé autrement.